Le contrat de travail dans le secteur privé. Je sais qu'ils seront nombreux aux aguets aujourd'hui avec ce sujet. Et on ne va pas taper sur qui que ce soit. On va aller doucement et de manière explicative pour tout simplement comprendre. Bonjour, maître. Bonjour, monsieur Zaïbé. Voilà. Le nom est sorti. Bienvenue chez vous. Merci. C'est quoi le contrat de travail? Alors, le contrat de travail, tout simplement, c'est l'accord de volonté entre deux personnes, un travailleur et un employeur, et par lequel le travailleur accepte de se mettre sous la direction et l'autorité de l'employeur en échange d'un salaire. Voilà, tout simplement. Tout simplement. Alors, pour parfaire notre compréhension et pour mieux visualiser, nous allons avoir des éléments comme ça constitutifs du contrat de travail. Quels sont ces éléments? Eh bien, comme je vous l'ai indiqué, il faut que ce soit un accord de volonté. Ah, OK. Voilà, il faut que les deux personnes soient d'accord sur les conditions, justement, du contrat de travail. Tout ce qui est écrit à l'intérieur. Exactement. Alors, tout ce qui est écrit quand le contrat est écrit, mais il faut savoir que le contrat de travail ne l'est pas forcément. Vous pouvez avoir un contrat de travail qui sera verbal. Mais dès lors que vous acceptez de vous mettre sous la direction et le contrôle, l'autorité et le contrôle de l'employeur et que vous percevez un salaire, alors il y aura contrat de travail. Voilà les éléments principaux. Vous vous mettez sous l'autorité de votre employeur et vous percevez un salaire. Et vous restez attaché à son service. Alors après, il y aura différentes modalités. Le contrat de travail, il peut être verbal ou écrit. Il peut être à durée indéterminée, c'est-à-dire que vous vous engagez pour une durée qui n'est pas fixée. Ou alors, il peut être à durée déterminée, c'est-à-dire qu'on vous dit, voilà, vous êtes embauché pour, par exemple, 6 mois, à tel poste, etc. Et seulement quand le contrat est à durée déterminée, il faut qu'il soit écrit. Bien sûr. Voilà. Et donc, il contient ce qu'on appelle en droit le terme, c'est-à-dire la fin du contrat de travail, la date de fin du contrat de travail. Alors, j'avais envie d'avancer, mais vous me permettez de m'arrêter là, parce que j'ai été attiré par ce que vous avez dit à l'instant. Le contrat de travail peut être verbal. Tout à fait. Est-ce que ce n'est pas risqué? Alors, c'est risqué. Oui. Pour des deux côtés. Du côté du travailleur, c'est risqué parce qu'il y a la question de la preuve. Est-ce que je peux prouver un contrat verbal? J'ai envie de dire oui, parce que le Code du travail le prévoit, la loi le prévoit. C'est-à-dire que vous pouvez prouver l'existence du contrat de travail par tous les moyens. Témoignage. Oui. Vous recevez votre salaire et on vous fait signer un document qu'on appelle en droit une décharge. Oui. Vous avez des collègues qui peuvent attester que vous êtes employé par telle personne. Donc ça se prouve par tout moyen. Témoignage, reçu, quittance, ça peut se prouver par tout moyen. Donc vous pourrez alors prouver que vous avez une relation de travail avec telle personne. Mais c'est risqué aussi du côté de l'employeur, surtout du côté de l'employeur, parce que vous embauchez une personne, vous ne lui faites pas de contrat de travail, la loi considère que cette personne est en contrat à durée indéterminée. Ah. Tout à fait. Donc c'est le lieu de lancer un appel à tous les employeurs de Côte d'Ivoire pour qu'ils régularisent leurs salariés. Il ne faut pas hésiter à aller déclarer les salariés auprès de l'organisme de prévoyance sociale qui s'appelle la CNPS. Oui. La Caisse nationale de prévoyance sociale. Et ça ne coûte pas plus cher que ce que vous risquez à employer quelqu'un sous contrat verbal. Sachant que, par définition, il sera considéré comme étant en contrat à durée indéterminée. Et là, j'ai envie de parler d'un cas qui m'a été soumis récemment, d'un employeur qui employait un de ses travailleurs sans contrat de travail. Eh bien, ce travailleur-là, il s'est rendu à l'inspection du travail. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, le contrat de travail a été qualifié de CDI. Et en fonction de l'ancienneté de l'employeur, eh bien, il y a eu des conséquences. On imagine les indemnités. Hein? Voilà. Et pour une toute petite entreprise, c'est vraiment une petite entreprise, bien l'employeur s'est retrouvé à devoir payer plus d'1 million de francs CFA d'indemnité à son employeur. Eh bien, c'est les risques de ne pas déclarer un employeur. Alors qu'à côté de ça, il aurait fait la déclaration de son employé. Le salaire était relativement raisonnable, on va dire ça comme ça, c'est-à-dire un petit peu au-dessus du SMIG, du salaire minimum interprofessionnel
les cotisations qu'il faut payer à la CNPS ne sont pas très élevées, elles sont indexées sur le salaire. Donc il faut déclarer les salariés. Pourquoi? Parce que ça les protège en cas d'accident du travail, ça leur permet aussi de cotiser pour leur retraite. Et ça protège aussi l'employeur, c'est-à-dire qu'en cas de difficulté, on a une base écrite qui est le contrat de travail, et on a une couverture sociale qui est la déclaration au niveau de la CNPS. Donc il faut déclarer les salariés. Même pour ceux qui n'ont pas déclaré dans les temps, il est possible de rattraper. Je sais que la CNPS est compréhensive, on va dire ça comme ça, sous réserve de ce que la CNPS va nous dire. Mais en tout cas, je sais, pour avoir échangé avec des cadres de la CNPS, dans le cadre de formation ou en d'autres lieux, qu'il y a des facilités qui sont faites aux employeurs pour qu'ils puissent par exemple, échelonner les indemnités qui auraient dû être versées à compter de l'embauche du salarié. Donc, il faut se rapprocher de la CNPS. Il y a des antennes un peu partout dans le pays. Il ne faut pas avoir peur, quand on est employeur, d'aller vers la CNPS pour déclarer son salarié. Tout simplement, il y a cette souplesse-là pour vous, de ce côté-là. Alors déjà, c'est tellement bien dit, ce que vous êtes en train d'évoquer là. Merci. Et on se demande pourquoi on ne déclare pas les travailleurs. Oh là là, c'est dommageable tout ça. Le contrat de travail varie-t-il selon qu'on soit dans le privé ou dans le public? Tout à fait. Alors, il y a différents régimes. Oui. Dans le privé, vous avez les dispositions de ce qu'on appelle le Code de travail, qui est la loi sur le travail, qui vont s'appliquer. Le régime des salariés du public est différent. Donc, il y a un code de la fonction publique qui existe et qui s'applique aux agents du service public, de la fonction publique. Par exemple, à la différence des salariés du privé, la différence notable, c'est que dans le public, la plupart des fonctionnaires, comme on les appelle, ne sont pas concernés par la question de la rupture. Quand vous êtes intégré à la fonction publique, sauf si vous êtes révoqué. Alors là, il faut que vous ayez commis une faute vraiment grave et que vous soyez révoqué. À part la révocation, il n'y a pas de rupture possible du lien avec l'employeur qui est l'État en ce qui concerne les fonctionnaires. En revanche, dans le secteur privé, vous avez la possibilité de mettre fin au contrat de travail, soit du point de vue du salarié qui peut démissionner. À ce moment-là, le contrat de travail, il est rompu, c'est-à-dire qu'il est mis fin au contrat de travail. Dans certaines conditions, il faut faire ce qu'on appelle un préavis, c'est-à-dire on prévient et on a quelques semaines à quelques mois avant de pouvoir quitter l'entreprise. Et c'est en fonction de l'ancienneté qu'on a dans l'entreprise. On ne lève pas comme ça du jour au lendemain pour quitter l'entreprise, sous peine de dommages et intérêts, parce que l'employeur peut se plaindre auprès du tribunal du travail et solliciter des dommages et intérêts. Ça peut être dans l'autre sens. Ça peut être dans l'autre sens, oui, c'est toujours dans les deux sens. Parce que je vous ai dit que c'était un accord de volonté, le contrat de travail. Donc, il y a des droits et des devoirs du côté du salarié, du travailleur, mais il y a aussi des droits et des devoirs du côté de l'employeur. Je suis sûr qu'il y en a qui ne s'en rendent même pas compte qu'ils peuvent aussi payer des droits à leur employeur. À leur employeur, oui. Si l'employeur arrive à démontrer que le départ du salarié lui a causé un préjudice, eh bien, il peut demander l'allocation de dommages et intérêts devant le tribunal, tout à fait. OK. On ne va pas être trop méchant avec les employeurs aujourd'hui, mais qu'est-ce qui peut valablement fonder un employeur dans le privé à mettre fin à un contrat de travail? Alors, il y a des critères en matière de licenciement qui tiennent soit à la personne de l'employé, du travailleur, soit à la situation de l'entreprise. Donc, pour schématiser, vous avez, par exemple, vous avez plusieurs cas de licenciement qui sont limitativement prévus par la loi. Et il faut forcément respecter ces motifs de licenciement qui sont prévus par la loi. Alors, ça peut tenir à l'insuffisance professionnelle, c'est-à-dire les causes de licenciement, de rupture du contrat qui relèvent du salarié. C'est par exemple le fait que le salarié ne soit pas en mesure ou n'ait pas les compétences requises, attendues de lui. Par son employeur. À ce moment-là, l'employeur peut mettre fin au contrat. Il faut le prouver? Il faut le prouver, tout à fait. Okay. Il faut le prouver. Il y a une procédure qui est bien établie, qu'on appelle la procédure disciplinaire, qui est encadrée dans des délais très stricts qu'il faut respecter. Donc, il y a l'insuffisance professionnelle, mais il y a aussi la faute. Alors, légère ou lourde ou vraiment grave. Et là, dans ce cas-là, quand la faute elle est grave ou elle est lourde, elle empêche
le contrat de travail de continuer. C'est par exemple le salarié qui va aller voler son employeur. C'est le salarié qui va aller prendre des clients, détourner les clients, par exemple, de son employeur. Je pense à un commercial, par exemple, qui va se servir du carnet d'adresses qu'il s'est constitué grâce à son employeur pour détourner les clients de son employeur à son profit ou au profit d'une autre personne, par exemple. C'est dans le domaine de l'industrie, le fait de prendre des informations à son employeur et d'aller les donner à la concurrence, ce qu'on appelle l'espionnage industriel. Okay. Donc tous ces cas-là sont des cas de licenciement pour faute. Et après, le critère, que ce soit la gravité ou la lourdeur de la faute, sont appréciés par le tribunal du travail. Alors dites-nous, quelle voie de recours pour un employé du privé dont le contrat a été abrégé en dehors des dites procédures que vous avez citées là? Alors, la procédure, elle est très simple. Il faut se rendre d'abord à l'inspection du travail. Oui. Une fois à l'inspection du travail, votre employeur, il est convoqué pour s'expliquer sur les accusations, on va dire ça comme ça, que vous avez portées contre lui, tenant au fait que vous avez été licencié et vous considérez que votre licenciement est abusif. Okay. Il ne respecte pas les critères prévus par la loi ou les délais prévus par la loi. À ce moment-là, l'employeur est convoqué devant l'inspection du travail dans le cadre d'une rencontre contradictoire, c'est-à-dire que chacun apporte ses éléments. Et à l'issue de cette rencontre, l'inspecteur du travail va dresser son procès verbal. Soit vous vous êtes mis d'accord et finalement, l'employé retourne dans son entreprise parce que l'employeur a reconnu qu'effectivement, bon, ce n'était pas très légal la manière dont ils se sont séparés. Soit l'employeur maintient son licenciement et dit non, je ne reprends pas ce salarié parce que moi j'estime que le motif de mon licenciement était fondé. Et à ce moment-là, il y a deux choses. Si l'employeur n'entend pas revenir sur sa décision, soit l'affaire s'arrête, le salarié décide de ne pas poursuivre, ou alors l'inspection du travail adresse son PV à ce moment-là au tribunal du travail et le tribunal du travail va convoquer les deux parties à sa plus prochaine audience. On a généralement des règlements à l'amiable? Ça peut arriver. Ça peut arriver. Okay. Vraiment, quand c'est flagrant que ça n'aurait pas dû se passer ainsi, ou alors que ça a été une décision un peu isolée, sans que la direction générale ne soit au courant ou n'ait validé, ça peut arriver. Ça peut arriver que le licenciement que l'employeur revienne sur son licenciement. C'est pas courant. En général, les entreprises, les employeurs estiment être fondés dans leurs droits. Et après, il y a des questions d'affect qui rentrent en ligne de compte. C'est une matière qui touche à l'homme, à son travail, à sa personne. Et donc, il y a beaucoup de problèmes de personnes en général, je trouve, qu'on aurait pu régler à l'amiable avant même que le salarié ne se retrouve devant l'inspection du travail. Mais chacun comme sur sa position. Exactement. Donc, on se retrouve dans des considérations personnelles qui conduisent devant le tribunal. C'est clair. Alors, on va rester sur les procédures. Quelles sont les procédures à respecter par un employeur pour mettre terme à un contrat de travail? Les procédures à respecter. Tout à fait. Alors, il s'agit de la procédure disciplinaire. Oui. Quand vous avez un salarié à qui vous reprochez quelque chose, il faut lui adresser ce qu'on appelle la demande d'explication. C'est-à-dire que par écrit, vous le mentionnez, alors voilà, monsieur ou madame, à telle date, moi, votre employeur, j'ai constaté tel fait. Vous ne vous présentez pas à votre poste, vous êtes régulièrement en retard, vous avez eu plusieurs absences injustifiées. Voilà ce que j'ai constaté, je vous demande de vous en expliquer. La demande d'explication est transmise au salarié. Le salarié a 72 heures, c'est-à-dire 3 jours à compter de la remise de la demande d'explication. Donc, bien sûr, la demande d'explication, il faut la remettre contre décharge, il faut faire signer au salarié. Et la remise contre signature fait courir le délai de 3 jours. Pourquoi je dis ça? Parce que si vous n'avez pas cette demande d'explication, si vous n'avez pas fait décharger, qu'est-ce qui prouve que vous avez remis une demande d'explication? Et une fois devant le juge, ça peut vous être reproché. On peut dire, mais non, mais moi, le salarié, s'il est de mauvaise foi, il peut dire, moi, j'ai jamais reçu de demande d'explication. Du jour au lendemain, on m'a mis dehors, on m'a envoyé ma lettre de licenciement. Et la mauvaise foi, il y en a. Et la mauvaise foi, malheureusement, est une denrée assez partagée. Donc, il faut faire attention à ça. Donc, vous remettez la demande d'explication contre décharge, idéalement, et le salarié a 3 jours pour vous répondre, 72
72 heures. Dans les 72 heures, il vous répond, vous avisez et vous avez 15 jours pour donner votre sanction. Donc les sanctions disciplinaires, elles sont de divers ordres. Vous pouvez faire un avertissement. Vous pouvez, ça c'est la sanction la plus légère. Oui. Ensuite, au-dessus, vous avez la mise à pied sans salaire inférieure à 8 jours. Enfin, supérieur à 1 jour. Ensuite, vous avez la mise à pied, mais supérieure à 1 jour, mais inférieure à 8 jours, sans salaire toujours. Et enfin, vous avez le licenciement. Là, vraiment, vous êtes arrivé au bout, vous ne pouvez plus, le salarié ne peut plus rester dans l'entreprise. À ce stade-là, ce que j'ai envie de dire, dans le cadre de la procédure disciplinaire, c'est qu'il faut des éléments objectifs. Vous avez des éléments factuels, vous avez des rapports qui vous sont transmis par le supérieur hiérarchique, vous avez des éléments de preuve, par exemple, votre société, vous avez des caméras qui sont installées, vous avez pu constater que le salarié en question vous vole, mais vraiment il faut des éléments objectifs à reprocher à votre salarié. Si, au contraire, les reproches que vous avez à lui faire tiennent à sa personne, comme je le disais tout à l'heure, par exemple, vous vous rendez compte que la personne s'est un peu survendue, ou alors il y a une baisse de régime dans la productivité de l'employé ou dans le rendement que vous en attendez, eh bien, vous pouvez le mentionner. Mais il faut le justifier. Par exemple, vous êtes chef de projet, je vous ai confié tel projet, vous avez mis plus de 3 mois à mener ce projet à son terme, alors que le délai prévu était d'1 mois. Oui. Donc, il y a un problème de productivité du salarié. Ça, vous pouvez le reprocher. Donc, il faut vraiment des éléments factuels qui sont soutenus par des preuves pour aller sur une procédure disciplinaire. Et surtout, vous ne pouvez pas attendre indéfiniment. Ce n'est pas une épée de Damoclès aussi. Quand le salarié commet une faute, ce n'est pas une épée de Damoclès qui traîne au-dessus de sa tête indéfiniment. C'est-à-dire qu'au-delà d'un certain délai, vous ne pouvez plus revenir et dire « Tiens, il y a 4 mois de ça, vous avez fait telle chose. » Voilà. Alors, la loi aussi prévoit un droit à l'oubli pour le salarié, pour ne plus qu'on revienne lui reprocher des fautes des mois et des mois, voire des années après. Voilà, en 2016, vous avez fait telle chose, j'étais pas content, mais voilà, non, ça, c'est pas possible. Donc, dans la demande d'explication, c'est des éléments factuels que vous pouvez prouver et que vous mentionnez par écrit et que vous reprochez au salarié. 72 heures pour vous répondre. Et une fois qu'il vous répond à la demande d'explication, vous avez 15 jours pour décider de la sanction que vous allez donner. Au-delà des 15 jours, vous ne pouvez plus sanctionner à raison de la demande d'explication que vous avez faite. Cela paraît simple, mais il y a cette complexité-là quand même du sujet. Tout à fait. Tout à fait. Bah, écoutez, que retenir? Alors, que retenir? Bon, bah, simplement que dans le cadre du contrat de travail, que ce soit le salarié ou l'employeur ne sont pas démunis. Il ne faut pas se dire, j'ai un salarié, je ne sais pas quoi en faire, mais comment je vais faire s'il s'en va? J'aurai forcément tort. Non, non. Il y a des critères qui sont prévus pour mettre fin au contrat de travail. Et je disais tout à l'heure qu'il y a des causes qui tiennent à la personne du salarié, mais il y a des causes aussi économiques. On vient de traverser une crise sanitaire. Oui. Bon, on y est toujours, mais l'année dernière, il y a eu le début de la crise sanitaire et ça a eu des conséquences importantes, voire dramatiques pour certaines entreprises qui ont dû fermer. Et dans ce cas-là, il est permis d'aller sur un licenciement pour motif économique. Oui. Donc, je supprime votre poste parce que malheureusement, je ne pourrai plus vous payer parce que je suis, par exemple, dans le domaine de l'hôtellerie ou de la restauration et mon entreprise est fermée depuis 2 mois, 3 mois, 6 mois et je ne me retrouve pas. Donc, je suis obligée de supprimer certains postes, voire de fermer mon entreprise. À ce moment-là, en tant qu'employeur, je vais sur ce qu'on appelle le licenciement pour motif économique qui est encadré. Il faut prévenir les salariés, il faut faire des réunions en présence de l'inspection du travail. Et surtout, il y a des organismes d'État qui surveillent cette procédure, que ce soit l'inspection du travail ou le Conseil national, à qui il faut adresser les rapports et qui vont valider la procédure de licenciement collectif. Tant de choses à dire sur ce sujet d'aujourd'hui. On y reviendra certainement pour approfondir encore nos connaissances sur le contrat de travail. Aujourd'hui, nous nous sommes penchés sur le secteur privé et sa particularité. Merci, Maître. C'est moi. Excellente journée à vous et à vous aussi, chers téléspectateurs.